La salle de bal de l'hôtel Kestrel Grand scintillait. Elle semblait conçue pour rappeler à chaque invité que certaines familles ne marchaient pas sur le même sol que le reste du monde. Des lustres en cristal déversaient une lumière dorée sur des tables habillées de soie ivoire. Les flûtes de champagne captaient l'éclat, telles de petites promesses fragiles. Et derrière les immenses fenêtres, l'océan se heurtait aux falaises. C'était une agitation que personne dans cette salle ne voulait entendre. Elena Marsh se tenait devant le miroir de la suite nuptiale. Son bouquet tremblait légèrement dans ses mains. Elle fixait son propre reflet comme si elle étudiait une inconnue. La robe avait été choisie par sa mère, Ruth. Ruth espérait que sa douceur apporterait un peu de paix à sa fille. Pour Elena, ce jour ressemblait moins à un commencement qu'à un verdict. Du gypsophile était piqué dans ses cheveux sombres. Un voile, fixé par des peignes anciens, encadrait un visage que les invités décriraient plus tard comme radieux. Seule Priya Okafor, la plus vieille amie d'Elena, se tenait près de la porte de service. Elle remarqua à quel point le bouquet était serré, les jointures pâles sous le ruban. Julian Cade Rutherford traversa la salle de bal. Il marchait comme un homme qui n'avait jamais trouvé une porte fermée. Costume sur mesure, sourire répété. Il levait la main pour saluer brièvement les hommes qui comptaient et les femmes qui passaient bien en photo. Il était l'image de l'héritier parfait. Prêt à hériter d'une entreprise, d'une fortune et maintenant d'une épouse. Le tout en un seul après-midi. Il embrassa la joue de l'épouse d'un sénateur, rit à une blague de son père. Et quand il atteignit enfin Elena, il laissa son sourire s'effacer, juste assez pour qu'elle seule puisse le voir mourir. « Tu es en retard, dit-il, en bougeant à peine les lèvres, pendant que les photographes cherchaient un angle romantique. Mon père attend, et moi aussi. Après la première danse, nous signerons les papiers dans le bureau privé. Pas de questions devant les invités. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour tes audits. » Elena leva les yeux vers lui sans répondre tout de suite. Des années passées sur les chantiers et dans les salles de conseil lui avaient appris une chose. L'urgence d'un homme puissant cachait presque toujours quelque chose qu'il ne voulait pas qu'on examine de trop près. « Quel papier, Julian ?» Sa voix était basse, stable et assez maîtrisée pour ne pas déchirer la musique qui montait derrière eux. Il sourit pour un appareil photo qui passait. Il glissa son bras autour de sa taille et pencha la tête, comme pour lui murmurer quelque chose de tendre. Des formalités, des ajustements de succession, des autorisations internes avant la lune de miel. Silas a tout préparé. Tu n'as qu'à signer là où c'est indiqué. Le nom de Silas Bram traversa la poitrine d'Elena comme une lame trempée dans l'eau glacée. Elle connaissait ce directeur financier bien mieux que Julian ne l'imaginait. Depuis des semaines, elle avait remarqué d'étranges courants dans le comportement de la famille Rutherford. Des réunions de dernière minute où rien n'était jamais décidé. Des messages effacés dès qu'elle s'approchait d'un écran. Des dessins techniques retirés discrètement du lecteur partagé. C'était arrivé juste après qu'elle ait signalé des incohérences dans le projet Brightwater Commons. Elle n'était pas une employée de Rutherford Development. On l'avait fait venir comme consultante indépendante en structure avant le mariage. C'était un geste que Julian avait présenté comme une preuve de confiance. Pour Elena, cela avait toujours ressemblé à une porte laissée ouverte exprès. Un piège déguisé en couloir. Le maître de cérémonie annonça la première danse. La salle éclata en applaudissements bien rodés. Julian la conduisit au centre de la piste, comme s'il présentait une acquisition de grande valeur. Elle tourna sous la lumière dorée. Elle sentait ses doigts s'enfoncer dans sa taille plus fort que les invités ne pouvaient le voir. Son parfum coûteux se mélangea aux fleurs blanches. Cela lui souleva le cœur pendant un bref et désagréable instant. Pourtant, elle garda un visage calme. Le calme avait été sa première défense depuis l'enfance, bien avant de devenir une méthode. « Tu as l'air étrange », murmura-t-il en la guidant dans des pas lents. « Ne gâche pas tout. Ma famille t'a accueilli, malgré tout. » La phrase toucha une vieille blessure. Celle qu'il aimait caresser chaque fois qu'il voulait obtenir sa gratitude. Malgré tout, signifiait pas de parents décédés avec de l'argent de famille. Pas de nom de famille digne d'être échangé. Cela signifiait la jeune fille élevée par sa mère dans un appartement exigu. Celle qui étudiait la nuit tout en travaillant le jour. Il ne prononça jamais le mot « inférieur », mais il le laissait flotter dans l'air, comme la poussière sur un meuble de luxe. « Je n'ai rien gâché », répondit Elena, en regardant par-dessus son épaule vers Priya, figée près du mur. « Mais je ne signe pas de documents que je n'ai pas lus. » Les doigts de Julian se resserrèrent. Un instant,
La musique sembla s'éloigner complètement d'eux. « Tu signeras parce que tu es ma femme. » La phrase arriva sans hausser le ton, sans théâtralité. Et pourtant, elle portait une certitude brutale. Elena comprit à cet instant que la cérémonie n'avait jamais été un commencement pour lui. C'était un transfert de propriété, un sceau social apposé sur un contrôle qu'il croyait déjà acquis. Quand la danse se termina, il la guida par le bras dans un couloir tranquille, bordé de lys. 2 agents de sécurité fermèrent le passage derrière eux. Ils avaient l'aisance d'hommes qui suivaient de vieilles instructions. Priya essaya de suivre, mais la mère de Julian, Céleste, l'intercepta. Elle avait un sourire mielleux et une flûte de champagne à la main. Elle murmura quelque chose sur les mariées qui deviennent toujours émotives. Elena vit la scène du coin de l'œil. Elle sentit quelque chose en elle, fermer doucement sa propre porte. Elle ne demanderait pas d'aide à quelqu'un qui serait seulement utilisé contre elle. Le bureau privé sentait le bois ciré et l'air conditionné froid. Sur le bureau se trouvait un dossier bleu marine, un stylo en argent et 3 copies d'un contrat marqué d'onglets rouges. Silas Bram se tenait près de la fenêtre. Il tenait une tablette contre sa poitrine. Son mince sourire était déjà satisfait avant qu'un seul mot n'ait été prononcé. Le père de Julian, Desmond Rutherford, occupait le fauteuil principal. C'était comme si la pièce elle-même lui appartenait déjà. Elena posa lentement son bouquet, ouvrit le dossier et commença à lire. Et dès la première page, son œil exercé repéra une phrase qui lui glaça le sang. Responsabilité technique attribuée rétroactivement. Elle leva les yeux. Julian la regardait déjà, la mâchoire serrée. Sa main se fermait en un point à son côté. Et pour la première fois de la journée, Elena comprit exactement jusqu'où il était prêt à aller pour la faire signer. Elle tourna la page lentement, laissant le silence s'étirer. Car le silence avait toujours plus déstabilisé les hommes puissants que n'importe quel argument. La deuxième page confirmait ce que la première avait seulement suggéré. Le contrat ne lui demandait pas seulement de signer une formalité. Il attribuait rétroactivement son nom à des approbations structurelles qu'elle n'avait jamais données, à des rapports qu'elle n'avait jamais reçus, à des examens qu'elle n'avait jamais menés. Brightwater apparaissait dans les marges, comme une ombre qu'elle reconnut instantanément. C'était le même complexe résidentiel où elle avait signalé des problèmes de fondation 3 mois plus tôt. Des problèmes qui avaient discrètement disparu de tous les dossiers depuis. « C'est une fraude », dit Elena sans élever la voix. Le mot tomba dans le bureau comme une pierre à travers une vitre. Silas cligna des yeux le premier. Les yeux de Desmond se plissèrent. Julian laissa échapper un rire court et incrédule, comme si sa mariée venait de commettre une impolitesse enfantine. « Fais attention à ce que tu dis », murmura-t-il. Elena posa la page, alignant son bord avec les autres avec une précision délibérée. « Je n'ai jamais approuvé ces rapports. Aucun ingénieur honnête n'assume la responsabilité structurelle sans une inspection complète, un rapport original et une traçabilité documentaire vérifiable. » Le visage de Julian se durcit. Le charme qui fonctionnait si bien dans la salle de bal semblait bien faible dans ce bureau. « Tu es fatiguée? Nerveuse? Signe, et nous en parlerons demain. » Elle regarda le stylo en argent comme si c'était une arme délicate. « Demain, tu diras que j'étais déjà d'accord. Puis tu diras que j'ai changé d'avis. Ensuite, tu diras que je suis instable. » Desmond se leva lentement, les paumes à plat sur le bureau. « Ma petite, tu es entrée dans cette famille aujourd'hui. Apprends vite que certaines choses se règlent avec la confiance, pas avec l'arrogance. » Un vieux souvenir remonta dans la mémoire d'Elena. L'ingénieur débutant qui s'était moqué d'elle sur son premier chantier. Il lui avait dit que les femmes comme elle confondaient les feuilles de calcul avec l'autorité. Elle se souvint de la première fois où elle avait fait arrêter un chantier malgré les menaces, du tremblement de ses mains après coup, de la certitude que la peur ne devait jamais être autorisée à tenir son stylo. « La confiance n'est pas l'obéissance, dit-elle en regardant les 3 hommes, et le mariage ne transforme pas un crime en une faveur familiale. » Julian s'approcha. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. » Il y avait du venin dans son calme, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. Il s'était attendu à des larmes, de la confusion, peut-être une signature tremblante suivie d'excuses. Au lieu de cela, Elena rassembla le dossier. Elle glissa un petit reçu de protocole qui se trouvait entre les pages. Un reçu que Silas avait négligemment laissé derrière. Elle le fourra dans sa pochette avant que quiconque puisse réagir. Seul Silas le remarqua, une demi-seconde trop tard. Son visage devint blême. « Je le comprends très bien, dit-elle.
Et c'est exactement pour ça que je pars. Julian lui attrapa le bras avant qu'elle n'atteigne la porte. Ce n'était pas la poigne d'un homme amoureux. C'était celle d'un propriétaire qui se sentait floué. Elena regarda sa main, puis son visage, lui donnant une chance silencieuse de lâcher prise. Il ne la saisit pas. Il ouvrit la porte d'un coup sec et la tira dans le couloir. Il croyait peut-être que la proximité des invités lui rendrait le contrôle. Ce fut la pire erreur qu'il fit cette nuit-là. Le couloir donnait sur la salle de bal par une large arche. De nombreux invités s'étaient déjà tournés vers elle, intrigués par la longue absence du couple. La musique s'était faite plus discrète. Les serveurs hésitaient. Les conversations avaient perdu leur rythme facile. Julian réalisa trop tard que son propre geste lui avait créé un public. Pourtant, l'orgueil parla avant la prudence. « Excuse-toi auprès de mon père. Maintenant, dit-il, son sourire tordu par la fureur. Kalena se dégagea le bras d'un mouvement brusque. « Je ne dois pas d'excuses à quelqu'un qui a essayé de m'utiliser. » La gifle partit si vite que toute la salle sembla retenir son souffle. C'était comme si le son avait fendu l'air en deux. La main de Julian frappa le visage d'Elena, lui tournant légèrement le menton. Les verres tremblèrent sur les plateaux. Ruth porta une main à sa bouche. Priya fit un pas en avant et s'arrêta en voyant Elena relever la tête. Il n'y eut pas de cri, pas d'effondrement. Seulement une marque rouge qui s'étendait sur sa peau pâle et une terrible clarté dans ses yeux. Dans l'esprit de Julian, la gifle aurait dû mettre fin à la rébellion. Dans sa logique tordue, l'humiliation publique devait la ramener à la place qu'il lui avait désignée. Mais en regardant son visage, quelque chose lui échappa pour la première fois. Elena n'avait pas l'air brisée. Elle semblait enfin libérée d'un doute. Elle comprit, avec une précision presque cruelle, que cet homme ne franchirait plus jamais le seuil de sa vie, ni comme mari, ni comme un doux souvenir, ni comme une ombre autorisée à s'attarder. Elle leva la main et retira lentement la bague de son doigt. Le geste parlait plus fort que n'importe quel mot. Tout le monde regardait la lumière accrocher le métal. La bague glissa de sa main et atterrit sur la table la plus proche, entre un verre intact et une assiette de mignardise que personne ne toucherait plus. Julian ouvrit la bouche, peut-être pour ordonner, peut-être pour mentir, mais Elena parla la première. « Ce mariage s'est terminé au moment où tu as levé la main. Tout le reste sera géré par les avocats, les autorités et les preuves. » Sa voix ne tremblait pas. Céleste tenta de s'avancer, son visage élégant saisi par une sorte de panique bien rodée. « Elena, ma chérie, ne transforme pas l'émotion d'un couple en tragédie. » La phrase propagea un malaise parmi les invités. Mais elle révéla aussi les mécanismes de cette famille. Tout pouvait être recadré, tout pouvait être poli, même une agression devant des centaines de personnes. Elena se tourna vers elle avec un calme plus tranchant que n'importe quelle accusation. « N'appelez pas la violence une émotion. N'appelez pas un crime une formalité. Et ne m'appelez plus jamais ma chérie. » Priya la rejoignit alors, portant la pochette qu'Elena avait laissée près de la table d'honneur. Ses yeux demandaient tout sans un seul mot. Elena le sentit, presque imperceptiblement. À l'intérieur de ce sac, cousu dans la doublure quelques jours plus tôt, se trouvait une petite clé USB. Elle contenait des fichiers discrètement extraits d'un dossier temporaire sur les serveurs des Rutherford. Des fichiers dont elle n'était pas certaine de l'importance quand elle les avait sauvegardés. Maintenant, elle comprenait qu'il n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Et alors que les gardes de sécurité commençaient à se diriger vers elle à travers la foule stupéfaite, Elena réalisa que le vrai danger de cette nuit avait à peine commencé. Ruth rejoignit sa fille juste au moment où le regard glacial de Céleste tentait de maintenir la cohésion de la salle. Elle toucha doucement l'épaule d'Elena, sans essayer de cacher la marque sur son visage. La couvrir aurait signifié se joindre au mensonge. « Rentrons à la maison, » dit-elle, la voix brisée mais ferme. Elena tint la main de sa mère un instant, s'autorisant à ressentir la douleur qu'elle avait gardée à distance. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, c'était le deuil d'une version d'elle-même à laquelle elle avait voulu croire. Julian, sentant le contrôle lui échapper devant tout le monde, tenta de reprendre le rôle de la victime. Elle est en état de choc. Que quelqu'un appelle un médecin. Ne la laissez pas partir comme ça. Les deux gardes de sécurité avancèrent, puis s'arrêtèrent quand une douzaine de téléphones se levèrent en même temps. Le monde moderne que les Rutherford avaient toujours utilisé pour fabriquer leur prestige les observait maintenant sans demander la permission. Elena traversa la foule qui s'écartait, passant devant des murmures
et des phrases inachevées. Chaque pas tirait un fil invisible de son cou. À la porte, le vent marin toucha la marque sur son visage, ravivant la douleur. Le voile flotta derrière elle, comme un drapeau de reddition. D'un geste impulsif, elle le détacha de ses cheveux. Il flotta sur quelques mètres et atterrit sur les marches de marbre, trop blanc contre la nuit humide. Elle ne se retourna pas. La voiture de Priya attendait sur le côté de l'hôtel, loin des chauffeurs engagés par les Rutherford. C'était une précaution qu'aucune d'elles ne voulait admettre avoir préparée discrètement. Ruth monta sur la banquette arrière, tremblante encore, tandis que Priya prenait le volant. Elena resta près de la portière ouverte quelques secondes, écoutant l'océan et les sirènes lointaines sur l'avenue. Elle sortit la clé USB de sa pochette et referma ses doigts dessus, comme sur une clé prise dans une cellule. « Qu'y avait-il dans ces papiers ?» demanda Priya, la regardant dans le rétroviseur. Ce n'était pas de la curiosité, c'était une peur maîtrisée. Elena monta, ferma la porte, et seulement alors répondit. « Il voulait que je porte le chapeau pour Brightwater Commons. Il voulait mon nom sur des rapports que je n'ai jamais approuvés. » Le lendemain matin, la première version de la vidéo de la gifle circulait déjà. Elle était incomplète, mais suffisante. Priya surveillait les comptes pendant qu'Elena cataloguait les fichiers sur un ordinateur portable isolé. C'était celui qu'elle utilisait pour les audits sensibles, sans accès automatique au cloud. Des dossiers s'ouvrirent avec des noms techniques, des abréviations, des dates. Brightwater Commons se répétait dans les fichiers budgétaires, les rapports de sol, les messages exportés et plusieurs versions de la même évaluation structurelle. La première séquence montrait de petites altérations dans les mesures de confinement. Rien qu'un regard pressé ne remarquerait. La deuxième révélait un changement de fournisseur juste après un avertissement de risque. La troisième portait les signatures numériques de techniciens qu'Elena savait pertinemment être hors du pays à ces dates. « Il voulait que tu sois le mur sur lequel le blâme s'écraserait », dit doucement Priya. À 9 heures ce matin-là, le téléphone n'avait pas arrêté de sonner. Des numéros inconnus, des collègues lointains, de la fausse sympathie d'émissions de télévision, des menaces anonymes truffées de haine et de fautes de grammaire. Au milieu de tout cela, un message d'une avocate qu'Elena respectait, Marisol Vance. Elle était spécialisée dans les litiges d'entreprise et les cas de violence domestique. Marisol l'écouta pendant 15 minutes sans l'interrompre. Puis, elle lui dit simplement de déposer une plainte, de tout documenter, de préserver les preuves et de ne pas rester seule. C'était une liste froide, mais c'était le bon type de froideur. Ce soir-là, un nom entra dans le monde d'Elena, qui compterait plus qu'elle ne le comprenait encore. Daniel Farrow, un procureur d'État, la contacta par l'intermédiaire du bureau de Marisol. Il s'identifia comme quelqu'un qui avait tenté, des mois plus tôt, d'enquêter sur Rutherford Development. Il avait échoué par manque de documents et de témoins protégés. Il demanda une conversation au sujet de Brightwater Commons. Ils se rencontrèrent dans le bureau de Marisol, sobre et calme. Les fenêtres donnaient sur des arbres plutôt que sur des gratte-ciels conçus pour intimider. Daniel arriva exactement à l'heure, avec un mince dossier et une expression qui ne demandait rien d'avance. « Vous voulez mes fichiers ?» dit Elena. « Je veux comprendre si vos fichiers peuvent protéger des gens, » répondit-il. La réponse ne la convainquit pas entièrement, mais elle ouvrit une brèche. Daniel expliqua que Brightwater Commons n'était pas seulement un projet immobilier avec des murs fissurés. Des familles avaient été déplacées sur la base de rapports qui avaient peut-être été manipulés. Les compensations avaient été discrètement réduites. Les résidents avaient été poussés vers des logements plus petits. Et un bloc récemment achevé montrait déjà des signes de tassement du sol. 2 plaintes avaient disparu dans des tiroirs administratifs. Une jeune ingénieure avait démissionné après avoir elle-même remis en question les mesures. « Je ne remettrai rien de brut sans copie, protocole et garantie de chaîne de possession », dit Elena. « Ils ont déjà essayé de mettre ma signature là où elle n'a jamais été. » Marisol soutint la décision. Daniel accepta, proposant que les données soient conservées par un expert légiste indépendant, formellement enregistré. La coopération d'Elena serait toujours accompagnée de son avocate. Cette nuit-là, la première menace arriva. Ce n'était pas le genre de menace écrite par des inconnus en ligne. Un message, non signé, faisait référence à la routine de Ruth, au marché où elle achetait ses fruits, à l'heure où elle aimait se promener. La dernière ligne disait que certaines personnes perdaient plus qu'un mariage quand elles ne savaient pas quand s'arrêter. L'estomac d'Elena se glaça. Pour la première fois depuis le mariage,
La peur traversa sa discipline. Elle toucha la partie de sa vie qu'elle ne pouvait supporter de risquer. Pas elle-même, mais la femme qui l'avait élevée. Ne devient pas une monnaie d'échange pour eux, dit Ruth en serrant les mains de sa fille. La fureur arriva avant la peur. J'ai passé toute ma vie à t'apprendre à ne pas baisser la tête. Je ne serai pas l'excuse pour laquelle tu t'agenouilleras maintenant. Les mesures de protection arrivèrent rapidement. Marisol signala la menace. Daniel la transmit aux autorités compétentes. Priya installa de simples caméras à la porte de l'appartement. Et dans les heures calmes avant l'aube, en examinant les dossiers de Brightwater ligne par ligne, Elena trouva une anomalie qui fit bondir son pouls. Un rapport géotechnique original préconisait des fondations plus profondes pour 2 des bâtiments. Et une version ultérieure, jointe au dossier d'approbation, effaçait discrètement l'avertissement et toute mention d'une ancienne infiltration du sol. Le nom de la jeune ingénieure qui avait recueilli les données originales avait entièrement disparu de la seconde version. Elena fixa l'écran, sentant quelque chose se mettre en place. Ce n'était plus une cruauté privée, c'était une structure construite sur le danger des autres. Et Julian Rutherford venait de lui tendre, sans le vouloir, le premier fil assez solide pour faire tomber l'ensemble. Le nom de l'ingénieure était Naomi Cortez. Elle accepta de la rencontrer dans une salle tranquille du collège technique où elle enseignait maintenant. C'était à 2 villes de la métropole qu'il l'avait autrefois employée. Elle était au début de la trentaine, les mains agitées. Ses yeux avaient le regard de quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement depuis des mois. Quand elle vit Elena, son regard se posa d'abord sur les marques qui s'estompaient encore le long de sa mâchoire, puis sur le dossier dans ses mains. « C'est eux qui vous ont fait ça ?» demanda-t-elle. « C'est Julian, » dit Elena. « L'entreprise essaie de finir le travail. » Naomi expira lentement, comme si la distinction l'aidait à reconnaître la forme entière de l'ennemi. La conversation commença difficilement. Elle craignait de perdre son poste, craignait un procès, craignait d'être dépeinte comme une femme amère. Elena n'insista pas. Elle posa simplement le rapport original à côté de la version modifiée. « J'ai besoin de savoir si ces données étaient les vôtres. » Naomi toucha la page, les yeux s'emplissant de larmes. « Elles l'étaient. Je les ai prévenus que le sol ne tiendrait pas le calendrier sans renforcement. Silas m'a dit que j'étais trop jeune pour comprendre l'impact financier, puis mon nom a disparu. » Elle parla de réunions hors site, de techniciens poussés à signer des résumés succincts, d'un inspecteur municipal traité comme un invité d'honneur lors des événements de l'entreprise. Elle parla aussi de Julian, pas comme un dirigeant distant, mais comme une présence qui apparaissait dans les pièces, exactement au moment où la résistance se formait. Il souriait, posait des questions sur les carrières, faisant comprendre que l'avenir de chacun dépendait de sa flexibilité. Naomi accepte de faire une déclaration officielle. Les semaines suivantes se déroulèrent avec un autre type de danger. Julian tenta un appel privé, utilisant l'ancien surnom de leur cours. Il promit sa protection si Elena remettait les fichiers et abandonnait la plainte. Elle l'enregistra, le transcrivit, le classa, puis vint un article sponsorisé, déguisé en analyse indépendante. Il l'accusait d'accès non autorisé au serveur et d'instabilité émotionnelle. Des collègues devinrent silencieux. Un client annula une réunion sans explication. Elena ne combattit pas le feu par le feu. Elle publia une courte note technique sous son propre nom. Pas de documents divulgués, pas d'accusation habillée d'indignation. Seulement une explication calme de la responsabilité professionnelle, des chaînes de documents et de l'impossibilité de valider éthiquement des rapports qu'elle n'avait jamais examinés. Cela ne devint pas viral comme un scandale, mais cela atteignit les bonnes personnes. Parmi elles, son ancien mentor, un ingénieur légiste respecté. Il appela le soir même, proposant de servir d'observateur technique indépendant, une fois que les tribunaux le permettraient. La percée vint d'un endroit inattendu. Lors d'une conférence de presse, où Julian présenta des messages fabriqués pour dépeindre Elena comme une maître chanteuse, des images de sécurité montrèrent plus tard Silas s'éloigner, pâle, prenant un appel quelques instants avant que les fausses preuves ne soient dévoilées. Un petit détail que Priya isola et signala. Cet après-midi-là, une enveloppe non marquée arriva au bureau de Marisol. Une copie partielle d'un compte-rendu de réunion du conseil d'administration, datant de 10 jours avant le mariage. Il mettait en garde contre l'exposition juridique à Brightwater Commons. Il recommandait que la responsabilité technique soit redistribuée à une consultante externe liée par un arrangement familial.
Le nom de Julian apparaissait comme le responsable de la gestion de la relation avec la consultante. Le mandat de perquisition fut approuvé ce soir-là. Dossiers financiers, techniques et de conformité, communications concernant la responsabilité, tout ce qui était lié à Elena Marsh. L'opération devait avoir lieu le lendemain matin, mais Julian, enhardi par la conférence de presse, n'était pas prêt à attendre. Il appela à 7h12 ce soir-là, sa voix empreinte d'une tristesse répétée. Il demanda une dernière réunion privée à la tour de l'entreprise avant que les choses ne deviennent irréversibles. Marisol s'y opposa immédiatement. Daniel aussi, mais Elena comprit la forme du piège et, à l'intérieur, une ouverture possible. « Il me veut quelque part qu'il contrôle, dit-elle. Je n'irai pas seule, mais j'irai. » Elle arriva à la tour de verre le soir suivant, calme, sans défense en apparence. Marisol attendait dans le hall, sous prétexte d'un rendez-vous. L'équipe de Daniel était positionnée à proximité, compte tenu de la perquisition prévue et de la menace documentée contre sa mère. Julian l'a reçue au dernier étage. Une bouteille d'eau et un dossier noir attendaient entre eux, comme des accessoires dans une pièce de théâtre à laquelle lui seul croyait encore. Il parla pendant près de 15 minutes, alternant nostalgie et menace, jusqu'à ce que l'arrogance finisse par lui délier la langue. « Tu étais la solution propre, dit-il à propos du contrat rétroactif. Assez compétente pour paraître crédible, assez petite pour être isolée. Si quelque chose tournait mal, ce serait ton désaccord technique, pas la décision structurelle du groupe, » demanda Elena. « Il y a toujours des familles dans les grands projets, » dit-il en agitant la main. Elles se plaignent. Le projet est ajusté. Rien ne s'effondre du jour au lendemain. Son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, et son visage perdit une couche de couleur. C'était le premier signe que l'opération prévue pour le matin avait déjà commencé à se mouvoir dans l'ombre, plus tôt que prévu. Elena profita de cette seconde de distraction pour se lever. « Tu as confondu ma présence avec une négociation, » dit-elle. Dehors, dans le couloir, Marisol était déjà au téléphone avec Daniel. Les enquêteurs se déplaçaient à travers l'étage, avec une précision silencieuse, scellant les tiroirs, sécurisant les serveurs, confisquant les appareils. Silas apparut près des ascenseurs, pâle, un dossier serré contre sa poitrine. Il était incapable de croiser le regard de Julian ou le sien. Des mois plus tard, l'affaire avançait plus lentement que les gros titres, mais plus sûrement que les mensonges. Silas fit une déclaration complète. Le témoignage de Naomi tint bon. Les rapports géotechniques modifiés, les signatures fantômes, les messages d'extorsion fabriqués. Chacun fut démantelé en séquence, sous examen légiste. Brightwater Commons entra en révision structurelle indépendante, financée par des avoirs gelés. Les résidents reçurent enfin de vraies réponses au lieu d'une nouvelle couche de peinture sur de vieilles fissures. La chute de Julian ne fut pas cinématographique. Elle fut administrative, financière et lente. Les banques resserrèrent leurs conditions. Les alliés disparurent. Son propre père distança le nom de la famille d'une histoire qui ne le servait plus. La jeune femme qu'il avait appelée la solution propre était devenue, au contraire, la raison pour laquelle toute la structure s'était effondrée autour de lui. Un an plus tard, Elena se tenait de nouveau dans la salle de bal du Kestrel Grand, cette fois pour la signature d'un accord de réparation avec les résidents de Brightwater. Elle ne parla pas longtemps. Elle remercia les familles, les ingénieurs honnêtes, les femmes qui avaient refusé le silence malgré la peur. Elle ne prononça pas une seule fois le nom de Julian. Certaines ruines ne méritaient pas une place à la cérémonie. Après, sur la terrasse, avec la mer qui battait contre les rochers, exactement comme la nuit où tout avait basculé, Daniel la trouva près de la balustrade. « Je pensais que revenir ici serait plus douloureux, » dit-elle. « Ça l'est ?» Elle pensa au voile sur les marches de marbre, à la bague sur la table, à l'année de dossiers, de peur et de reconstruction. Ça fait moins mal que de me mentir à moi-même. Il ne chercha pas sa main. Il n'en avait pas besoin. Il y avait seulement la paix rare d'être aux côtés de quelqu'un qui ne confondait pas l'attention avec autre chose que de l'attention. Aucune possession cachée en dessous. Elena savait qu'il y aurait encore des appels, des matins difficiles, des échos de cette salle de bal qu'elle ne laisserait jamais complètement derrière elle. Mais la femme qui se tenait autrefois tremblante devant un miroir en blanc n'avait pas besoin de revenir. Celle qui se tenait maintenant à la balustrade
savait déjà exactement ce qu'elle valait.